Bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus sur cette libre antenne. Quelle bonne habitude que de nous retrouver ces 2 heures de direct, une habitude qui rythme nos soirées et offre la douceur des liens, de l'écoute, du conseil ou pourquoi pas tout simplement de la voix qui berce pour sombrer tranquillement dans le sommeil. Qu'importe en fait ce qui fait votre présence ce soir à l'écoute d'Europe 1, je vous remercie d'être là. Il n'y a rien de plus fort au monde que la douceur, écrivait Anne Suying. Alors offrons-nous la douceur de la confidence, de la confiance et ainsi de la communication libre et paisible entre les hommes. C'est en appelant le 39 21. Venez partager avec les auditeurs et moi-même vos histoires personnelles à l'origine de vos émotions d'aujourd'hui ou de ces derniers jours. Prenons le temps de nous arrêter sur vos mots et ce qu'ils sous-tendent. Prenons le temps de les laisser résonner en nous. Fanny et Kelvin vous attendent au standard pour accueillir vos premiers mots et vous guider jusqu'à moi. Aucune inquiétude à avoir, vous pouvez ranger votre timidité et libérer votre parole dès votre appel. Ceci dit, si votre communication préfère les petits messages courts ou spontanés, je vous invite à l'envoi de SMS au 7 39 21 suivi du mot nuit en lettres capitales et de votre message. Frédéric Dervin aux manettes ce soir de cette émission. Et voilà, c'est parti, la libre antenne c'est maintenant 39 21. Venez vous confier à Catherine Blanc sur Europe 1. Et nous accueillons ce soir Paul. Bonsoir Paul. Allô, allô. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Je vous entends. Vous êtes un peu loin du téléphone, mais je vous entends. Bon, j'espère que je suis bien audible. Oui, ne vous inquiétez pas. Et bonsoir également à tous les auditeurs auditrices de la Libre Antenne. J'ai eu l'occasion de m'exprimer il y a quelques mois avec Olivier Delacroix et Sabine Marin. Oui. Ah, vous faites la tournée des popotes, c'est bien. Bien. C'est bien. Alors, quel est le sujet que vous voulez que nous abordions tous les deux? Dites-moi. J'avais proposé à votre collègue et j'avais opté plutôt pour un thème sur les fugueurs. D'accord, parce qu'il vous concerne? Oui, tout à fait, j'ai connu ça. Moi j'ai des artères en 65 ans. Oui. J'ai fait des fugues, j'ai eu l'occasion de faire 3 fugues en 1971, 1972 et 1973. Alors, simplifiez-moi, parce qu'il est tard, simplifiez-moi la vie, vous aviez quel âge? Alors en 1971, j'avais 15 ans. 15 ans, d'accord. En 1972, j'avais 16 ans et 1973, j'avais 17 ans. Et vous fuguiez, vous étiez dans votre famille, vous fuguiez tout seul, avec des amis, avec de la... Non, tout seul. Tout seul. Alors, ce qui serait plus simple, parce que j'ai écrit des textes, je suis écrivain aussi, j'ai écrit 3 livres et 80 textes à peu près. Mhm. Donc là, si vous permettez, je vais vous lire un texte sur les fugueurs que j'ai rédigé le 27 décembre 2016. D'accord. Donc c'est une histoire, vous êtes d'accord Oui, si, évidemment. Alors évidemment que si ce doit être une très très longue lecture, donnez-nous les références du livre pour que nous puissions lire tranquillement. Mais si par contre c'est un extrait que vous voulez nous lire, très volontiers, je vous écoute. Non, c'est un exposé assez concis. C'est une page sur... J'en ai pour 3 minutes. Non, 3 minutes. Prenez votre temps, je vous en prie. Donc voilà, c'est pas très long. Et alors en fait c'est un texte, c'est à la fois tragique, c'est un texte tragicomique en fait. Et qui est le reflet, c'est de l'écriture, c'est romanesque ou c'est le reflet de la réalité de ce qui vous est arrivé? Ah non, c'est authentique, c'est la réalité. Très bien, alors nous vous écoutons. Non, moi je suis pas un romancier, moi je suis... Non, pas du tout. D'accord. Non, moi, parce que mes livres c'est des autobiographies, donc... Alors, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais voilà, c'est comme ça. Vous savez, moi, je rien à casser. Voilà, lancez-vous dans la lecture. De toute façon, vous savez, tout peut choquer ou tout peut rencontrer les émotions des uns et des autres. On ne peut pas plaire à tout le monde, de toute façon. Donc, dites ce qui vous est arrivé, point, comme vous l'avez écrit. Ne vous inquiétez pas. Bon, comme je l'ai vécu et je m'en souviens très bien. Absolument. Donc voilà, les fugueurs. Dans certains milieux familiaux violents, il arrive que des ados soient obligés de quitter leur domicile pour se mettre en sécurité. Car physiquement, ils ne feront pas le poids, les jeunes filles en particulier.
En 1971, lorsque j'avais 15 ans, bon là j'ai sauté une phrase parce que je préfère pas la citer. Cette année-là, ce fut ma première fugue. Mhm. En effet, en rentrant de l'école, presque arrivé à la maison, rue Guillaume Tosser, mon frère aîné est venu à ma rencontre pour m'annoncer que j'allais prendre une nouvelle raclée, sans raison particulière. J'ai donc fait demi-tour et suis allé trouver Michel, l'un de mes copains de Blanc-Bézélec, qui résidait à 1 kilomètre de là. J'ai expliqué à sa mère Micheline que je ne pouvais pas rentrer à la maison pour faire mes devoirs scolaires. Compréhensive, elle m'a installé un petit matelas dans son garage pour dormir. J'y ai passé 2 nuits. Le 3e jour, Philippe m'a retrouvé. Il m'annonça que le vieux s'était calmé provisoirement et que je pouvais regagner ma chambre. Puis, en été 72, de la mi-juillet à la mi-août, j'ai à nouveau pris la fuite, toujours pour des questions de sécurité. J'ai donc passé un mois complet sur les dunes de l'Abéryl-Duth, à 25 km de mon domicile. J'ai planté ma minuscule tente dans l'herbe, camping sauvage et vue sur la mer. Ma mère m'avait donné un peu d'argent pour m'acheter à manger. Par contre, je ne pouvais pas me laver, à part les bains de pieds dans l'océan Atlantique, car j'étais aquaphobique. Je n'ai jamais voulu apprendre à nager. De plus, je suis signe du Verseau, signe d'air, ce qui explique ma passion de l'aviation, peut-être. Le vieux était également en congé à ce moment-là et ne savait pas où je me trouvais. Mon débarras. L'année suivante, toujours à la même période, j'ai réitéré l'opération. Mais cette fois, je disposais d'une mobilette que ma mère avait pu m'offrir en se saignant aux 4 veines. Outre mes affaires de camping, j'avais également emporté avec moi ma carabine à répétition semi-automatique avec chargeur de 10 coups en calibre 22 long rifle. Ma mère m'avait acheté cette arme pour modifier les rapports de force en notre faveur. Et pas question bien sûr de la laisser dans ma chambre que Robert inspectait en mon absence. Et je l'avais équipée d'une optique pour le tir de haute précision. D'ailleurs, un matin, de très bonne heure, j'ai abattu un lapin à l'arrêt dans un champ labouré. Pauvre bête inoffensive. En réalité, c'est la bête offensive que je voulais zigouiller. Transfert d'agressivité. J'ai donné le lapin à Yves, autre copain qui lui aussi avait planté sa plante à côté de la mienne. Ce sont ses parents qui l'ont mangé quelques jours plus tard, me semble-t-il. À l'Indildut, il y avait d'autres ados, garçons et filles. Tous les soirs, nous nous retrouvions au bar-tabac-restaurant Le Neptune, qui disposait d'une petite salle de jeu avec billard électrique et baby-foot. Il y avait parfois aussi, le samedi soir, des balles de mariage. Certains de ces jeunes sont devenus de bons potes, dont Roland, Serge, Michel. Mais en 1973, j'étais devenu presque aussitôt que le vieux, Robert, on va l'appeler. Alors, méfiant, il n'a plus jamais osé lever la main sur moi. C'était il y a 43 ans, sachant que j'écris ce texte en 2016. Voilà, c'est fini. Alors, merci de cette lecture, parce que évidemment, elle relate d'abord une histoire qui a été donc beaucoup bousculée alors par ce papa. C'était votre père ou c'était un beau-père? Non, Le c'était mon vieux, géniteur. c'était votre géniteur, d'accord. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui faisait les violences de cet homme? Il frappait n'importe qui, ou il frappait ses enfants exclusivement, ou il était sous alcool? Est-ce qu'il était dépressif? Comment lui-même a-t-il été éduqué, élevé? J'en sais rien du tout parce qu'on lui a jamais adressé la parole. Il n'y avait aucune communication dans notre famille. Et votre mère, qui semble vous avoir d'une certaine manière protégé sans vraiment vous protéger, puisqu'elle est restée avec lui, mais en vous donnant des moyens d'autonomie succincts, mais des moyens assez faibles, mais malgré tout des moyens d'autonomie, ou en cautionnant en tout cas vos fugues. Comment vous comprenez qu'elle soit restée avec lui? On en parle beaucoup actuellement. C'est la soumission, c'est le syndrome de Stockholm. D'accord. Parce que ma mère a vécu 35 ans de violence conjugale, de 1958 à 1993. Et c'est moi qui ai mis un terme. J'ai pas eu le choix. Voilà. Oui, et vous avez mis un terme, c'est-à-dire de quelle manière? J'ai frappé un grand coup sur la table. C'est une métaphore, mais c'est pas vraiment une métaphore puisque je suis intervenu. Je suis intervenu à leur domicile par effraction en leur absence. J'ai fait un peu de casse matérielle, quoi. D'accord. Bon, après, il y a eu toute une histoire, mais bon, je vais pas... C'est compliqué. Bon,
Mais disons que, comment dire, moi j'ai fait un texte, j'ai tracé un petit peu le profil psychiatrique du paternel, Oui. et parce qu'il avait pas mal de tard. Alors d'où ça vient? Bon, ce que je sais, ce que j'ai su avec ma mère, après ce que j'ai pu en déduire, c'est qu'il détestait les enfants, il a toujours détesté les enfants, parce que quand lui, il avait 5 sœurs et un frère, toutes cadettes, Mhm. donc toutes plus jeunes. Donc pendant toute sa jeunesse, il n'a pas arrêté d'entendre les enfants brailler la nuit, tout ça, faire des bêtises, tout ça, et je pense que ça l'a rendu un psychopathe. Et puis après, il y a eu la guerre d'Algérie. Mhm. Donc on était en Algérie, nous, pendant 4 ans. Alors ça n'a rien dû arranger non plus. Mais en fait, nous, bon, en Algérie, on n'a pas eu à subir de sévices de guerre. Mais par contre, nous sommes devenus des victimes d'après-guerre, comme des centaines de milliers de personnes suite à la guerre d'Algérie, c'est-à-dire les harkis, les pieds noirs, les appelés du contingent, voilà, etc., quoi. Mhm. Et dans cette guerre, votre père a-t-il joué un rôle ou il a été, comme nombre de familles, subissant les risques, les dangers, etc. Est-ce qu'il a joué un rôle de violence, de défense ou d'attaque? Ah, disons qu'il a participé, il était mécanicien avion. D'accord, d'accord. Il est mécanicien avion, mais lui, personnellement, il avait très très peu de risques. Par contre, nous vivions à l'extérieur. C'est nous qui avions les risques. Parce que lui, dans la journée, il était bien protégé dans sa caserne. Il était sur une base aéronavale près d'Oran, qui s'appelle l'Artigue. Mhm. Et donc, il avait peu de risques pour lui. Par contre, nous, on vivait dehors. Hein, donc, on vivait dehors. Nous étions susceptibles de nous faire attaquer ou d'être pris dans un attentat, quoi. Mhm. Non. Et est-ce que de votre côté, vous avez une fratrie, vous êtes tout seul comme enfant? Ma famille est complètement détruite. J'ai 2 frères, j'ai un frère aîné et un frère cadet. Mon D'accord. frère aîné, il a 2 ans de plus que moi, juste, hein, on est tous les deux du mois de janvier. Oui. Et moi, janvier 56 et lui, janvier 54. Mhm. Et mon petit frère, il a 9 ans et demi de moins que moi. Et on se voit plus, on se déteste. On se déteste. Mes 2 frères, mon frère aîné me déteste. Il déteste mon petit frère pour des raisons de politique extérieure, ce qui est complètement absurde, hein, puisque mon petit frère, lui, il est pro-palestinien. Mon frère aîné, il est pro-israélien. Hein, il a vécu 8 ans en Israël. Bon, maintenant, il est sur Lyon, Mhm. hein, depuis pas mal d'années, là. Il est sur Lyon. Et puis, mon petit frère, lui, il est à Vancouver depuis 1994. D'accord. Et vous, au milieu de tout ça, eux se détestent, vous ne les voyez plus, vous les détestez également, ou est-ce que vous Non, je avez... déteste pas. Non, moi je suis pas quelqu'un qui déteste. Hein. Bon, je dis pas que, comme vous disiez tout à l'heure, on peut pas aimer tout le monde. Bien sûr. Mais de toute façon, mon frère aîné, pour moi, il n'existe plus. Il n'a Mhm. jamais rien fait. Il n'a jamais rien fait pour ma mère. Jamais rien fait. Mhm. Hein, parce que les violences exercées sur ma mère, donc violences physiques, psychologiques, hein, j'ai été témoin aussi. Hein. Mhm. Et moi, j'ai écrit un texte aussi là-dessus. Enfin, j'ai écrit plein de textes. Et où est-ce que je voulais en venir Oui, sur les violences physiques, c'est intéressant. Alors d'abord, c'est merveilleux que vous écriviez parce que ça vous donne l'occasion de déposer à l'extérieur de vous Oui, d'accord, oui. tout ce qui est votre histoire. Et puis ça permet aussi, parce que j'entends bien dans ce que vous dites, le souci de la protection, puisque vous en voulez à votre frère aîné de ne pas avoir protégé votre mère alors qu'il était plus grand que vous. Et vous, il vous a fallu vous armer de force, il vous a fallu grandir pour pouvoir mettre un holà à cette violence exprimée. Ouais. Et je pense Bon, que... ça a été, oui, tout à fait. Mais ça a été suite à mon action de représailles en septembre 93. Donc j'ai attendu 23 ans pour faire cesser le calvaire de ma mère. Il y a eu un dépôt de plainte contre moi. Déjà, moi je suis allé revendiquer mon forfait au commissariat de police central. Mhm. Enfin bref, on a été convoqués tous, puis finalement l'affaire a été étouffée. Mhm. C'est-à-dire que j'ai même pas... l'affaire a été classée sans suite, mais j'ai jamais reçu de papier officiel comme quoi l'affaire était classée sans suite. Mais en fait, la plainte qu'il avait déposée contre moi, il l'a retirée. Mhm. Je savais qu'il la retirait. Parce que cette action, je l'ai faite dans 3 buts. Donc Clairement, l'action d'abîmer des choses, de rentrer par de effraction et d'abîmer. représailles, de Voilà. représailles matérielles. Ouais. Mhm. Et je l'ai fait dans 3 buts.
Oui. Premièrement, faire cesser le calvaire de ma mère. Mhm. Deuxièmement, pour me venger pour tout le mal qu'il nous a fait. Oui, Et parce que moi, je suis un peu pour la loi du talion, quelque part. oui, j'entends bien. Et parce qu'il y a des choses que je ne pouvais pas admettre. Et troisièmement, pour l'obliger à porter plainte contre moi. Il est tombé dans mon piège. Et, et- Seulement, et qu'en le attend... procureur ou les flics, ils ne sont pas tombés dans mon piège. Mhm. Et c'est pour ça qu'il a retiré sa plainte. Et vous en attendiez quoi? Le fait d'être qui porte plainte vous permettait de mettre, de mettre devant la justice les faits de votre père. C'est pour ça que vous vouliez qu'il porte Comment plainte, pour avoir la possibilité d'être défendu par la justice? Non, pour pouvoir expliquer certaines choses. Votre histoire, c'est ça. Mhm. Parce qu'en fait, tout ce qui se passait chez nous, tout le monde était au courant. Nous, on est dans le même cas que, bon, évidemment, c'est un cas extrême. Je pense en particulier à Lidia Guardo, dont j'ai le livre d'ailleurs. Tout le monde était au courant des sévices qu'elle subissait. Tout le monde, y compris la justice. Hein. C'est ce qui est marqué dans son livre. Hein. Mhm. Tout le monde est au courant, les voisins. Bon, et puis là, dernièrement, on a beaucoup parlé de l'affaire Valérie Bacot. Mhm. Ça vous dit rien? En fait, ça coupe de temps en temps, donc je croyais que vous étiez en Ah, train de terminer. Non, excusez-moi, non, je ne sais pas, je ne connais pas cette histoire. l'affaire Valérie Bacot, c'est récent. Elle vient d'être condamnée là, pour avoir tué son mari, comme l'a fait aussi précédemment Jacqueline Sauvage. Mhm. D'accord. Parce qu'elle était battue, c'est ça? Comme Jacqueline Sauvage. Comment? Parce qu'elle était battue par son mari ou agressée par son mari et elle a été condamnée parce qu'elle s'en est défendue, c'est ça? J'ai pas très bien suivi. Oui, parce que Elle a- votre téléphone coupe, donc vous avez dû... Bon, peu importe. Ouais. De temps en temps, la mécanique n'est pas pour nous, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, nous allons y arriver. Donc, Ouais. donc vous parlez de femmes qui se défendent de maris violents, c'est ça? Oui, enfin, se défendre. Bon, elle a fait un burn-out. Enfin, c'est pas un burn-out, c'est une décompensation. Mhm. Et bon, là, c'est comme moi, c'est pareil parce que mon histoire familiale à moi a eu des conséquences gravissimes. Alors déjà en 71, mon frère et moi, on a commis une tentative de parricide. Oui, J'avais 15 ans, moi, mon frère avait 17 ans. Moi tout seul, j'aurais pas osé le faire ça. On a essayé d'empoisonner notre bourreau, mais d'accord. ça n'a pas marché. Et bon, parce qu'on avait un poison qui n'était pas efficace. On aurait eu du cyanure, on aurait utilisé du cyanure. Hein. Vous savez, quand vous êtes en danger de mort, la loi, on s'en fiche. Hein. Bien sûr, je comprends. Et bon, voilà. Et puis, ensuite, en juillet 75, ma mère a fait une tentative de suicide. Mhm. Donc, elle a été hospitalisée. Bon, elle est restée 15 jours à l'hôpital. Et puis, il n'y a pas eu de suivi, ni psychologique, ni quoi que ce soit. Hop, retour chez son bourreau. Mhm. Voilà. Enfin, ça a réitéré après. Mais moi, je craignais justement arriver en 93, parce qu'en 93, ma mère continuait de se plaindre de mauvais traitements. Bon, il la frappait plus, hein, parce qu'en fait, le vieux a arrêté de la frapper lorsqu'elle a fait sa tentative de suicide. Parce qu'en fait, bon, j'ai écrit un texte là-dessus aussi. J'explique pourquoi le vieux n'a pas tué ma mère. Et c'est facile à comprendre. Ça coule de source. Moi, je fais des études de psychologie aussi depuis pas mal de temps. Mhm. Et de toute façon, du fait de toutes les épreuves que j'ai traversées, parce qu'en fait, à condition d'avoir la rhétorique et la dialectique, quand on a vécu des épreuves, quand on a souffert, on peut les expliquer. Et alors justement, vous en avez conclu quoi? Il n'avait pas tué votre mère pour quelle raison? En fait, parce qu'il avait besoin d'elle pour C'est ça, vivre. bien sûr. Alors, Parce que lui... vous voulez que je lise le texte? alors juste avant, peut-être que je réagisse surtout à si vous voulez bien, sur ce que vous disiez, parce que ce sont des points importants, ce que vous venez d'exprimer, parce que donc vous avez grandi dans un cadre de violence, de la violence de votre père sur votre mère, mais d'une certaine manière, une mère, alors vous dites le syndrome de Stockholm, donc elle était prisonnière de la situation, mais à la fois elle-même contenait une certaine agressivité qu'elle retournait ou contre elle dans cette tentative de suicide, ou quand elle vous arme pour être en rapport de force avec votre père, face à votre père, c'est une façon assez violente, hein, non verbale, de dire des possibles accessibles pour vous. Hein. C'est-à-dire que c'est potentiellement enfermant, puisque ça peut vous mettre dans la situation d'être à votre tour un bourreau, même si c'est au nom de la défense de votre mère, c'est potentiellement poser l'irréparable qui ne serait certes
j'allais dire, du point de vue stricto sensu de la relation avec votre mère, une protection, mais pas du point de vue du psychisme de l'enfant qui se serait retrouvé meurtrier, Non, mais ce qui aurait été très grave pour vous, évidemment. Donc, non, non. Le but, c'était pas de, c'était de s'en servir en cas de légitime défense. oui, j'entends bien, mais C'était pas dans le but votre, de lui régler son compte. bien sûr, mais j'entends bien quand même que vous avez même pensé pouvoir l'assassiner. Ça, les enfants peuvent le penser, mais vous avez même tenté, même si ça n'a pas abouti. Et votre maman, pour vous protéger, elle vous a proposé une arme, et pas la police, c'est pas les En voisins, fait, et non, pas. c'est pas elle. Non, c'est pas elle qui m'a proposé, c'est moi qui lui ai proposé. Parce que bon, il y avait aussi cette idée dans la tête, mais en fait, nous, on était conditionnés par la violence. La violence à la télé, dans la rue, à l'école, pas trop à l'école, mais surtout à la télévision, les films de violence, puis bon, c'est toujours pareil, ça Oui, mais n'arrête jamais. bien sûr, mais il y a eu la violence de la guerre, qui a été un film en direct, et qui a été d'une grande violence, avec des grands risques et avec des peurs. Vous avez eu les peurs de l'enfant battu par son père, vous avez eu les peurs d'un enfant voyant sa mère incapable ni de protéger ses enfants, ni de se protéger elle-même. Et alors, si à ça, on rajoute évidemment les films de guerre, les films de violence, évidemment que ce fut... j'allais dire, vous avez bu à la mamelle de la violence, de l'agressivité et du danger. Évidemment, la question se pose, est-ce que je suis du côté de la mise en danger, ou est-ce que je suis du côté de potentiellement celui qui va pouvoir déployer son agressivité, ne serait-ce que pour se défendre? Et effectivement, vous êtes retrouvé dans ce deuxième cas de figure, j'allais dire silencieusement, ou vaguement silencieusement, entretenu aussi par votre maman. D'ailleurs, où en sont vos parents aujourd'hui? Ils sont décédés l'un et l'autre ou pas? Alors, j'ai vu ma mère hier, elle est en maison de retraite à Quimper et elle est très très mal en point. Donc je m'attends à une nouvelle. Je vais dire une bonne nouvelle parce que moi j'en peux plus de la voir souffrir. Bien Et sûr. elle-même, elle veut partir. Donc en fait, et votre papa, lui, est décédé? Ouais, en juillet 2010. D'accord. Donc, Ouais, et c'est que 4 jours après. pardon? Je ne l'ai appris que 4 jours plus tard. D'accord. Parce que votre mère, Avec c'est votre mère qui vous non, l'a mais, appris que 4 jours après, ou c'est parce que... non, c'est même pas ma mère, c'est sa sœur, ma tante. D'accord. Parce que votre mère ne vivait plus avec lui? Bah oui. Attendez, si, mais il faisait chambre à part depuis le départ de mon frère Philippe. D'accord. Mon frère Philippe, il s'est engagé dans l'armée de terre à l'âge de 18 ans. Il s'est paré dès qu'il a pu. Mhm. Et, il a fait 7 ans d'armée. Après, il est parti 8 ans en Israël. Il est revenu sur Lyon. Il a travaillé un peu grâce à un gros piston du ministre de la Défense, Charles Bernu, comme gardien dans un complexe sportif. Et puis après, il a réussi à se faire muter au parc de la Tête d'Or à Lyon. Et puis après, à 43 ans, il a passé le concours de la police municipale, il a été reçu. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que mon frère et moi, nous étions tous les deux des délinquants, à partir de 12 ans. De l'âge entre 12 ans et 18 ans, on est devenus des délinquants. Donc là, vous parlez bien de votre frère aîné, hein, c'est ça? Oui, il est devenu policier municipal. Et je pense que c'était un bon policier. Je pense que... Je sais un peu ce qu'il a fait. Vous savez, c'est pas parce qu'on a été délinquant qu'effectivement on peut pas être un bon policier. Je pense que finalement, l'un comme l'autre, vous avez chacun à votre façon essayé de protéger, ou vous êtes senti coupable de ne pas pouvoir protéger, de ne pas pouvoir défendre, de ne pas pouvoir faire régner l'ordre et la justice, parce qu'il n'y a pas eu d'ordre et de justice, ni de la part de votre père, qui était le premier des délinquants, et pour le coup qui en est resté à cette position de délinquance, et votre mère qui n'a pas pu poser la limite infranchissable parce qu'elle n'en était pas capable, parce qu'elle était trop fragile, parce qu'elle était dépendante, parce qu'elle était elle-même peut-être victime. Oui, je sais tout ça. Voilà, victime de lui ou victime précédemment dans son histoire personnelle. En fait, non, il a arrêté, il a tout arrêté, parce qu'en fait, mon action de représailles, ça a été à la fois un demi-succès et un demi-échec. Alors un demi-succès parce que j'ai réussi à faire arrêter les violences psychologiques sur ma mère, et un demi-échec parce que j'ai pas réussi à l'envoyer au tribunal, qu'on s'explique devant un tribunal. Oui, j'ai bien compris. Oui, j'ai parfaitement compris.
Croyez bien, Paul, c'est bien compris que le but d'être délinquant et d'être arrêté et que votre père puisse porter plainte, c'était vous amenez-vous à la justice et vous amenant à la justice, il s'amenait dans un cadre de justice où il devait répondre lui-même de ses actes, évidemment, et que cela, ça n'a pas abouti et que finalement, ce que la justice a déclaré d'une certaine manière, c'est que vous n'étiez pas coupable, parce que donc elle a entendu, si elle vous a dit que vous n'étiez pas coupable, si vous n'avez pas été puni, c'est parce qu'elle a estimé que vous étiez... Mais non, vous n'y êtes pas du, vous n'y êtes Ah, pas je du n'y tout. suis pas du tout, alors dites-moi. Mais j'ai jamais été entendu par la justice. J'ai été entendu par la police. Une Oui, inspectrice, Madame Perchirin, je me rappelle de son nom encore. mais c'est ce Parce que qu'on je a veux... tous été condamnés. C'est que Oui. enfin, quand je parlais de justice, je ne parlais pas nécessairement dans un palais de justice, je parlais de des représentants de la justice, dont la police, bien sûr. C'est de ça dont je parlais. Ouais, mais enfin bon, moi ce que je voulais, c'est l'emmener, qu'on aille s'expliquer devant un tribunal. J'ai Alors, compris. excusez pas fini, je vous avais expliqué tout à l'heure qu'il y avait eu 3 drames. Donc, tentative de parricide, tentative de suicide de ma mère en 75. À l'époque, je faisais mon service militaire, encore un mauvais souvenir. Et ensuite, il y a eu un drame terrible, c'est qu'il y en a un jeune de 17 ans qui en est mort. Qui est mort d'eux. Voilà, de mort violente. Oui, d'accord. Non, je vais pas, peu importe. J'en ai parlé, ça je me suis expliqué. J'ai été invité 2 fois sur un plateau de télévision par Jean-Luc Delarue. D'accord. Bon, la première fois, c'était pour m'expliquer sur ce drame, parce que au tribunal, parce que moi je suis passé aux assises à Quimper, et c'était une véritable parodie de justice. Mhm. Et je m'en suis rendu compte après coup, mais je m'en foutais. De toute façon, moi j'étais content de me retrouver en prison, parce que mon calvaire était terminé. Donc Voilà. vous voyez, Paul, tout ce que vous dites, ce qu'on entend très bien, c'est que quand l'enfance est maltraitée, quand elle est malmenée, eh bien ça déclenche inévitablement des appels au secours, des besoins de protection, et quand ces besoins ne viennent pas, comme vous l'avez très justement dit, l'enfant lui-même essaie de se mettre à l'abri. Il se met à l'abri effectivement en fuguant, Oui. mais souvent il revient parce qu'il a le sentiment qu'il a laissé les autres en risque par rapport à ceux qui sont violents, notamment votre maman. Donc vous avez essayé beaucoup de choses, vous avez réussi et échoué des choses parce que c'était d'abord pas à la hauteur d'un enfant et parce que les adultes eux-mêmes, votre papa, mais votre maman aussi, même si c'était par fragilité, elle est aussi une adulte, n'a pas été en mesure, en capacité de pouvoir assurer un cadre pérenne. La police non plus, en tout cas pas comme vous l'auriez souhaité. La justice donc pas, puisqu'elle n'a pas pu jouer son rôle. Et puis, tous les événements dans lesquels vous avez vécu, les tensions entre des peuples, au sein d'un peuple, aussi la définition du masculin guerrier, avec le service militaire, avec les armes à feu, avec le risque que l'on encourt, certes pour se protéger, mais le risque que l'on encourt d'en faire usage. Et tout ça, Oui, mais évidemment. justement, vous touchez un point sensible, parce qu'en fait, le jeune, je me suis fait agresser à 3 heures du matin dans le Nord Finistère, pas très loin de Morlaix, et ben voilà, et ben moi je me suis fait agresser par 3 jeunes en état d'ivresse, et ben j'ai fait une décompensation, et il y a un coup de feu qui est parti, qui a ricoché, qui a tué un des 3 jeunes. Voilà. Et ça a été prouvé, démontré par les experts. Mhm. Bon, et j'étais inculpé de meurtre, hein. Mais bon, je m'en foutais, mon calvaire était terminé. Bon, alors j'étais content de me retrouver en prison parce que le stress, parce que j'étais aussi, à ce moment-là, je subais du harcèlement moral au travail. Hein. Alors, Ça faisait 18 mois. En fait, moi, j'ai cumulé j'entends bien, Paul. les épreuves. J'entends bien que vous avez cumulé. Et c'est ça, en fait, si vous le permettez, Paul, pour voir un peu plus au-delà de simplement votre histoire, qui est une histoire extrêmement lourde, euh, les événements douloureux d'un individu font des manquements, des blessures extrêmement fortes, qui souvent font après la lecture que nous avons de nous-mêmes. Et comme par hasard, eh bien, les histoires se cumulent et les histoires viennent toujours corroborer les premières. C'est extrêmement difficile de se sortir des mauvais pas de départ. Je pense que vous avez essayé avec moult fois, avec parfois réussite, moins de réussite à d'autres moments, mais comme vous le disiez très justement, même être arrêté, même être emprisonné, était pour vous l'assurance d'être protégé et de l'extérieur et de vous-même, parce que évidemment cette violence, elle a agi de l'extérieur vers vous et vers votre mère ou votre fratrie, mais elle a aussi agi à l'intérieur de vous en nourrissant une colère immense,
une envie meurtrière de son père très légitime, qu'on peut entendre, hein, bien sûr. Mais pour autant, le passage à l'acte qui est possible est extrêmement anxiogène. Et puis ça se reporte après sur la vie en société. Et je vous remercie de ce témoignage parce que ça permet aussi de comprendre combien, en tant que parents, nous avons un devoir, quelles que soient nos faiblesses, de protéger nos enfants, de les protéger aussi de la violence de notre partenaire. Nous choisissons nos partenaires dans la vie. On ne sait pas à l'avance qui ils deviendront, bien sûr, mais on doit toujours être alerte sur le vent qui tourne et protéger nos petits qui, justement, grandissent avec une idée des valeurs, une idée de l'amour, ou de l'absence d'amour, qui font qu'ils nourrissent une idée dévalorisée d'eux-mêmes et un besoin de super-héros quand ils n'en ont pas encore les moyens, parce qu'ils n'ont pas encore la maturité, l'autorité, la Oui, force d'accord. physique, etc. Donc, Enfin, Paul, là, vous êtes en train de parler aux auditeurs, hein, c'est bien, parce que moi, je sais tout ça. oui, mais Paul, là, vous venez pour parler de vous, mais parler de vous auprès des auditeurs. Quand vous vous mettez en scène, que ce soit à la télévision ou à la radio, vous venez raconter votre histoire pour servir justement d'exemple, de modèle, d'alerte. Et je vous en remercie à ce titre. Et c'est bien sûr pour cela qu'effectivement, je vous remercie parce que vous permettez à certains auditeurs d'éviter les ornières ou de veiller à ne pas tomber dans les difficultés qu'ont pu connaître votre frère peut-être, ou vous, que sais-je. Et ça, je vous en remercie. Ce n'est pas par mépris de votre histoire. J'écoute bien votre histoire et je la lis comme l'ambassade que vous faites, que vous offrez aux uns et aux autres pour comprendre l'importance de prendre soin les uns des autres. Je disais en préambule, la douceur à nous apporter, et vous en avez manqué furieusement, et j'en suis tellement désolée. Et pour autant, il vous faut maintenant vous accorder de la douceur à vous, plutôt parce qu'aujourd'hui, évidemment, vous êtes peut-être à la veille de moments douloureux avec votre maman que vous avez essayé de protéger, pourtant, qui passera un Alors, jour de non, vie à trépas. non, ce sera pas un moment douloureux. Moi, je suis pressé que ma mère s'en aille, parce que moi, je supporte plus de la voir souffrir comme ça, D'accord, malgré qu'elle ait aussi sa part de responsabilité. Parce bien que c'est sûr, pour ça que mes frères viennent pas la voir, hein. mais bien Ils ont des sûr, pauvres liens contre elle. mais bien sûr. Bon, Et moi, ceci, je vais pas dire que je lui pardonne, mais comment dire, si elle n'avait pas été victime elle-même, j'aurais pas eu la même attitude envers elle. bien sûr, Paul. Et moi, ça fait 10 ans que je me bats pour le problème des violences familiales. Plus de 10 ans, en envoyant des courriers à des hauts responsables un peu partout, à droite, à gauche. Bien sûr. Voilà. Mais, Et c'est à chaque fois, c'est un coup d'épée dans l'eau à chaque fois. mais peut-être faut-il essayer justement la notion se battre est peut-être quelque chose qu'il vous faudrait réfléchir. On n'est pas toujours obligé de se battre. On peut faire entendre en douceur sans être en train de se battre. Mais là, j'ai arrêté, là. Je suis épuisé parce que j'ai des problèmes de santé. J'ai des problèmes de santé. Et puis moi, il y a quelques années, j'ai essayé de monter une association par rapport aux violences familiales et on m'a empêché de le faire. Alors, J'ai voulu passer une annonce dans un journal local, une parution sur 3 jours. Ils n'ont jamais fait paraître mon annonce. alors peut-être qu'il faut récidiver courageusement, ne pas en vouloir aux uns et aux autres pour ne pas être trop armé de colère, puisque la colère est perceptible par les autres et ça leur donne du mal. Ils ont du mal du coup à adhérer, ou sauf à être eux-mêmes en colère. Paul, je suis Oui, désolée. la colère. Moi, j'ai eu la haine. Juste pour finir, moi, j'ai eu la haine. Mais la haine vous détruit. Mais la colère vous maintient debout. Parce que si je suis plus en colère, je m'effondre. D'accord. Vous Alors, comprenez ? je comprends. Je pense que elle vous fait pas de bien non plus, mais je comprends qu'elle vous Non ? tienne en alerte et en mouvement. Je le comprends parfaitement, Paul. Excusez-moi, Paul, il va falloir que nous nous quittions. Oui, bien sûr, J'en il y a du monde suis derrière. j'en suis Moi, je suis désolée. désolé pour ceux qui attendent. Non, mais il n'y a pas de souci. Vous aviez toute votre place, mais maintenant, on va leur laisser un peu de place également. D'accord ? Bien sûr. Moi, je vous remercie, Catherine, et Je- toute l'équipe. Je vous en prie, passez une bonne soirée, Paul, et tranquillisez-vous un peu. Bonne soirée. Bien sûr, au Au revoir. revoir. Voilà, à présent, nous allons écouter Jocelyne, que nous avons eue hier soir un peu rapidement, puisque c'était la fin de notre émission. Et je voudrais qu'on s'accorde encore quelques minutes avec elle pour pouvoir un peu échanger, puisqu'il était question à ce moment-là pour Jocelyne d'évoquer des choses, de dire beaucoup de choses, mais on a eu peu d'occasions d'échanger l'une et l'autre. Donc à ce titre, eh bien, je vous propose que nous reparlions avec elle. Bonsoir Jocelyne.
Bonsoir Catherine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, hier, nous avons arrêté un petit peu in extremis. Je n'ai même pas eu le C'est temps normal, de le dire... temps court. Voilà, je n'ai pas eu le temps de dire au revoir aux éditeurs. Alors, Plus attention... rapide que le furet, le temps. Voilà, alors attention Jocelyne, hein, cette fois-ci, vous me laissez, vous me laissez dire au Absolument. revoir. Alors je dois vous dire, je suis quelqu'un d'émotif, et vous le savez parfaitement, vous Oui. êtes une spécialiste, c'est que les émotions me débordent, et alors vous savez, c'est l'histoire du vélo qui court là, et puis alors, je sais pas que je suis pas à l'écoute, c'est que je suis débordée, dépassée par mes émotions, c'est insupportable d'ailleurs pour soi. Oui, mais je comprends. Je comprends. Alors, et parfois, vous savez, pour ne pas être trop débordé, Oui, accordez-vous quelques respirations. Laissez-moi vous parler un peu, ce qui permet de faire oui, retomber un peu la pression absolument, avant de reprendre les choses. C'est ça aussi, parce que hier, absolument, ce dont nous parlions hier, puisque pour les auditeurs qui ne nous écoutaient pas, c'était oui. toute la difficulté du zèbre qui justement... C'est la difficulté, c'est pour ça que je parlais d'anomalie. alors, c'est Pas anomalie, pas d'anomalie, nécessairement. Difficulté. Difficulté, Oui, c'est comme... difficulté, Voilà, difficulté très grande, voilà, absolument. comme je dirais que la difficulté du petit, c'est que il doit se mettre sur la pointe des pieds pour attraper des choses sur l'échelle. Ça ne veut pas dire qu'il est anormal, il est juste petit. Et donc, ça entraîne quelques difficultés. Le zèbre a de grandes qualités, le zèbre que vous êtes, parce qu'il y a autant de zèbres qu'il y a Absolument. et chacun a sa couleur. Hein, ils ne sont pas tous zébrés exactement pareils. Mais en ce qui vous concerne, eh bien, effectivement, il y a tout d'un coup une hyperactivité, une hypercuriosité, un besoin d'être nourri, plus, et puis Oui. une difficulté de faire avec les autres. Et sauf que la difficulté de faire avec les autres, ça entraîne chez vous évidemment beaucoup d'émotions, parce qu'il y a une insécurité entre écouter les choses qu'on se choisit et faire avec Non, la c'est pas spontanéité. tellement une insécurité, hein. D'accord. Oui, ça peut induire a posteriori une insécurité, mais c'est pas tant une insécurité. Là, par contre, être en direct, c'est parce que je suis émotive, je suis pas sûre de moi, je traverse une période très dure. Dans notre contexte, j'aurais su m'expliquer de manière très concise et très claire, voilà. Alors, C'est surtout justement, ça, on va essayer de prendre, Jocelyne, un seul sujet. absolument. Un seul sujet. Et... Alors, avant tout, parce que je ça l'ai y est, promis à ça y est. Cadine, Oui, je dites-moi. l'ai promis, excusez-moi, avant tout, je voudrais m'excuser auprès d'un auditeur, Damien, qui appelait jeudi dernier, le 22 juillet, là, Mhm. et que j'ai rappelé plus tard Calvin, pour avoir ses coordonnées. Et donc, il m'a laissé un message, un SMS très sympathique hier matin, et malheureusement, hein, ça fait partie on est en plein dedans, l'émotion, le ceci, le cela. Au lieu de... J'ai zappé son numéro, j'ai tout effacé, voilà. Donc, si Damien nous écoute, je lui présente mes plus vives excuses, mes plus plates excuses, et s'il pouvait me rappeler, voilà. Alors, Damien, si vous vous reconnaissez, eh bien, Voilà. Jocelyne attend vos coordonnées qu'elle a perdues, tout à fait Oui, par inadvertance bêtement. et beaucoup d'émotivité. Donc, n'hésitez pas, soyez résistant et constant, revenez, redonnez vos coordonnées, ils seront transmis à Jocelyne. Voilà, le message est Merci, passé. vous êtes adorable. Il est Voilà. passé et maintenant, nous allons nous occuper de vous, Jocelyne. Alors, De nous, oui. on va se proposer une règle du jeu. Un seul sujet. Absolument. Dès que vous sortez du sujet, je dis halt. Donc, vous Absolument, halt. pour rester dans le sujet, pour qu'on Halt. essaie En allemand, pour qu'on essaie un petit Absolument. peu de J'en ai comprendre ce qui besoin. se joue. Alors, vous disiez que en ce moment, vous passez une phase un peu difficile. Est-ce que, Ah oui, est-ce très que, dur. est-ce- J'ai jamais rencontré ça. alors Jamais. justement, est-ce que ça vous convient que que l'on puisse un peu essayer de comprendre ce qui se passe pour vous, qu'on puisse écouter ce qui se passe pour vous, éventuellement, Oui. si j'ai quelque chose à vous en dire, je vous en dirai des choses. Oui. Si ça vous va, est-ce que ce sujet vous va et on reste sur ce sujet? Ça- Oui et non, parce que Ah. le problème du zèbre, il est à cheval. Moi, je n'aurais jamais Non, il est déduit que je zèbre. pouvais être zèbre, hors ce contexte-là que je connais depuis quelques années maintenant. Voilà, Mhm. si vous m'aviez, il y a une dizaine d'années, je n'aurais pas pensé une seule seconde, je n'aurais pas déduit que j'étais zèbre. Voilà. Mhm. Hein, en rencontrant des tas de gens avec des casquettes différentes, avocats, médecins, etc., patrons de brasserie, etc. Je ne sais pas, mais c'est le contexte aujourd'hui aussi social, où chacun est dans l'entre-soi, c'est chacun sa gueule, enfin c'est comme ça. Voilà, donc
Alors, Je vous écoute, oui, Catherine. alors justement, donc nous allons essayer d'avoir quand même un sujet parce que vous êtes une coquine, Oui, oui, absolument. vous me baladez un coup à droite, un coup à gauche. Heureusement, je ne souffre pas le mal de mer. Donc, de toute façon, nous allons en prendre un de sujet. Pour l'heure, on va faire une petite pause. Vous entendez la musique derrière moi. Donc, Céline pose simplement le temps d'un flash info. Et puis, je vous reprendrai tout de suite après. Donc, attention, pendant ce flash info, je vous invite à réfléchir le sujet que vous voulez que nous abordions et un seul sujet, Jocelyne, d'accord ? Un seul sujet, d'accord. Donc, vous y réfléchissez, vous vous concentrez et on se reparle juste après ce flash, d'accord ? D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. La libre antenne d'Europe 1. Catherine Blanc accompagne vos nuits. Et nous retrouvons Jocelyne pour un sujet qu'elle a choisi pendant ce flash info et nous espérons ne pas faire une balade à dos de zèbre. Alors, ma chère Jocelyne. Je sais pas si ça existe, franchement. Alors, Je dites... ne laisse pas faire le zèbre. Hein. Ouais, non, mais évidemment, il ne se laisse pas faire, non, ça c'est sûr. Alors, oui. de quoi souhaitez-vous que nous parlions ? Prenons un Vous sujet. êtes d'excellents conseils, Catherine. Vous êtes quelqu'un de... Je vous l'ai dit l'autre jour, franchement. Oui, vous avez été presque trop gentille. Dans l'axe, c'est très difficile parce que ce que je vis actuellement cause de l'épuisement, etc. Mais enfin, je suis très lucide en même temps. Alors, qu'est-ce qui que vous je vis épuise ? actuellement Alors, a certainement des accents qui viennent de ma peut-être ma vie d'avant. Alors, Voilà, alors je vais résumer, mais je vais revenir quand même. Et ça fait partie de tout ce que de cette particularisme chez les zèbres. Ils ont beaucoup de choses à dire. Alors le contexte actuel, oui, tout simplement en deux lignes. En oui. deux lignes. Ah, super. Voilà, je pensais pas connaître ça, vraiment, qui est très très violent sur un plan social, personnel, c'est à cheval. C'est que l'appartement de mon ancienne propriétaire a été racheté par quelqu'un qui s'avère être un marchand de sommeil escroc. Alors moi, c'est pas escroc, je l'ai pas inventé comme ça. C'est un agent immobilier il y a quelques années qui m'a, voilà. Alors je résiste, quand bien et j'ai découvert que j'étais en capacité de résister parce que je ne peux plus rien faire. Je suis en stand-by. Voilà, alors, quelle est concrètement la situation ? C'est-à-dire, comme il a été racheté, cet appartement dans lequel vous êtes, quelle est la difficulté ? C'est qu'il augmente les loyers ? Non. D'abord, il a racheté l'appartement de mon ancienne propriétaire, donc il savait parfaitement que mon loyer mon bail était en fin de terme, de 3 mois. Voilà. D'accord. Il m'a fait visiter un appartement dont j'ai appris qu'il avait les clés de manière presque bizarre, pour pas dire illicite. Enfin voilà. Et c'était pour simplement vous faire quitter votre utiliser lieu. l'appartement pour loger des gens qui sont en situation d'asile, voilà, etc. D'accord. Pour le business. Donc en fait, il veut que vous libériez les lieux, voilà. Et donc il vous cherche un autre lieu pour pouvoir profiter de celui-là. Voilà, mais sauf qu'il n'y est pas arrivé, parce que voilà. Et puis d'ailleurs, l'agent immobilier qui était en charge de cet appartement, d'ailleurs dans la même rue, c'est extraordinaire, un propriétaire, voilà, qui vous trouve un logement. Je pense que ça n'existe pas, voilà. Donc il savait bien qu'il me mettait en difficulté. D'accord. Voilà. Et alors, justement, alors, je résiste depuis 8 ans, je crois. 8 ans, d'accord. Et alors, et cette résistance, est-ce que c'est une résistance au quotidien, donc tout à fait épuisante ? Et est-ce que vous avez... Au quotidien, oui, pas seulement. Voilà, et trouver autre chose, ce n'est pas concevable parce que ça augmenterait... non, c'est pas concevable pour moi. J'ai subi de gros préjudices, donc je pars pas. D'accord. Excepté, moi, chez moi, il y a une règle, c'est l'état de droit. Il n'y a pas plus, voilà. Bien on sûr. est dans un état de droit, c'est comme ça... on est dans une république, voilà, donc... Et alors, justement, quand vous dites c'est impossible... Vous pensez bien que depuis 8 ans, normalement, j'aurais dû être dégagé par les forces de l'ordre, la justice et tout ça. Donc ça veut dire que je suis bien dans mon droit. Bien sûr, bien sûr. J'ai pas réussi encore. Il y a eu des dépôts de plainte pour des trucs violents, nuisances sonores, etc. D'accord. C'est extraordinaire, ce que peut déployer, voilà. De sa part, à vous qui êtes toute seule et qui, évidemment, vous faites que la Castafiore le soir, c'est bien tout ce que vous pouvez faire en matière de désordre. Bien sûr. Non, oui, merci. Non, merci d'évoquer RG, non, mais à travers ça, j'ai découvert que ce qui me permettait de résister, c'est ce qui me précédait, voilà. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des figures exemplaires, c'est une expression d'Alain Badiou, philosophe, communiste, etc., dont j'ai rien lu. Voilà, j'ai découvert ça
C'est-à-dire, je pense qu'à travers des épreuves comme ça, Mhm. extérieures à nos vies personnelles, on découvre d'abord l'état d'une société qui est assez bizarroïde. Nous sommes nombreux en France et en Navarre à combattre des trucs absolument difficiles. Hein. Mhm. Et voilà, donc il y a chez moi, oui, il y a des figures exemplaires, oui. Mhm. Et alors justement, cette situation-là, pour que je la comprenne bien, quand vous dites il n'est Oui. pas concevable que je change de lieu, est-ce que c'est parce que Pour justement, l'instant. voilà, mais est-ce que Pour c'est parce, l'instant, dans le contexte actuel. bien sûr, Si, c'est pas moi un refus de partir je veux dire, dans le respect des lois, hein, oui, voilà. oui, non, mais ce que je voulais Voilà. savoir, c'était est-ce que parce qu'il y a des gens qui ont un peu besoin de leur tanière et ils ne peuvent pas être délogés de leur tanière. Est-ce que c'est un attachement au lieu ou c'est un combat vis-à-vis de Alors, effectivement, l'injustice et de que la manipulation? l'attachement au lieu est important parce que c'est un appartement très particulier que j'ai aménagé il y a très longtemps avec le deuxième homme de ma vie. J'adorais ce lieu. Il est agencé de manière très particulière. Ce sont 3 grandes pièces qui s'étalent en longueur. Voilà, on n'est pas obligé de tourner. Puis Mhm. voilà, je suis Vous y bien avez, exposé. vous y avez Voilà. vos repères, etc. Oui, absolument. J'ai adoré vivre dans cet appartement qui Et ressemble plus à rien parce que quand quand on est en stand-by, on est en stand-by pour tout, quoi. bien On ne fait sûr. plus rien. Bien sûr. Et alors, justement, vous, dans votre cas, est-ce que vous avez aussi besoin de ce lieu parce qu'il raconte votre histoire avec votre deuxième homme de Ah votre oui, vie? absolument. C'est ça. Et pour vous, le déménagement représente potentiellement, imaginons que vous trouviez, que vous trouviez ou qu'on vous trouve un appartement formidable. Est-ce que le fait même du déménagement, de devoir plier Non, vos c'est pas affaires, ça. déplier, J'ai déménagé 4 fois. ça ne pose pas de problème? C'est le cinquième appartement, je crois, depuis 40 ans. Non, Jocelyne, c'est vous ne parce que parlez jamais plus j'ai dans le acheté quand on téléphone a là. déménagé. Allô, allô, Oui, et Jocelyne? d'accord. Et Jos- d'ailleurs, Jocelyne, allô? oui, oui. Vous ne parlez plus Non, dans le je micro. répondais à votre question, Oui, oui, justement. mais on ne vous entend pas en fait. Ça ne me dérange pas que vous répondiez, mais on ne vous entend pas. Vous ne parlez plus dans le micro. Enfin, dans votre Ah, téléphone. pardon. C'est moi, je vais changer de Voilà, place. ça y est, là, je vous entends Là, parfaitement. m'entendez mieux. Oui, donc vous me disiez, je n'ai pas entendu. D'accord. Donc, vous Là, vous répondez m'entendez bien, Catherine? parfaitement, parfaitement. Donc, D'accord, parfait. vous étiez en train de me répondre, mais je n'ai pas entendu votre réponse. Oui, alors moi non, parce qu'il y a 8 ans, quand ce propriétaire indélicat, plus qu'indélicat, parce qu'il a fait son enquête, Mhm. pour trouver une proie, une femme seule, isolée, voilà, dans une situation voilà, il a trouvé. Je l'ai même, je me suis même souvenu qu'il avait été invité par un ex-ami, qui n'est plus un ami, qui est un traître, qui est un lâche, journaliste, correspondant de l'Express, qui s'était trouvé là. Mhm. Extraordinaire. Il a même flairé jusqu'à mes connaissances. D'accord, M'avoir. Donc voilà. d'accord. Si on veut m'avoir, il faut m'abattre, il faut me tuer. Je me suis découverte ça. Je ne pense que pensais vous pas avez ça il y a 10 ans, je vous voilà. assure. Je pense que vous avez le cuir bien dur. Ils ne sont pas prêts d'y arriver tout de suite. Non, je l'ai très doux. Non. Non, mais dur, vous l'avez certainement doux pour être câliné, mais vous êtes résistante, c'est ce que je voulais c'est dire. par rapport à des choses passées que je n'accepte pas. C'est pas seulement par rapport à moi, c'est par une vision de la société, une vision des choses. Voilà, je ne supporte pas, voilà, qu'on agisse. On a des défauts tous, vous le dites vous-même. Bien On sûr. peut être manipulateur, etc. Mais aller jusqu'à foutre la vie de quelqu'un en l'air pour des raisons de business, non. Et du coup, votre difficulté que vous avez en général à communiquer avec les uns et les autres, quand vous êtes surprise, etc., est-ce que ça vous empêche du coup de vous faire défendre par des associations, je ne sais pas. Alors j'ai une capacité, oui. Alors j'ai il y a quelque chose c'est pas seulement une blessure, c'est un grand handicap. Ça, je le traîne depuis longtemps. J'ai une capacité presque ontologique à me faire aider. Quand bien même, j'appelle à l'aide. C'est complètement contradictoire. Oui. Et donc, vous restez seul avec votre demande qui ne reçoit pas de retour parce que... Non. Alors, pour l'instant, pour l'instant, mais les choses vont se débloquer. Quand? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. À nouveau, vous êtes un peu éloigné du téléphone, là. Faites attention. Oui, pardon, je suis revenue à ma place. Je vais me déplacer, excusez-moi. De grâce, Jocelyne, ne bougez plus. Oui, je ne bouge plus. Alors, règle numéro 1, on ne fait pas plusieurs sujets. Règle numéro 2, on ne bouge plus. D'accord. Bon, et alors justement... Dites-moi, Catherine, est-ce que ça va jusque-là?
Ça va. Parce que, Je vous est-ce que vous me comprenez jusque-là? Parfaitement. Alors, ce que je voudrais savoir, parce que vous évoquez beaucoup justement la dangerosité que représentent les autres, qui veulent se jouer de vous, profitant de votre De solitude. certains, pas de tout le monde, Oui, 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 mais de certains. absolument. Dans votre histoire personnelle, dans votre histoire d'enfant, vous avez été quelqu'un qui a été sécurisé, pas sécurisé. Vous avez À trouvé moitié, à à moitié. moitié, à moitié. Qui a eu un rôle de sécurité pour vous? Je crois en partie ma mère, pas totalement. Ma mère, c'est une longue histoire. C'était une femme aussi qui a payé très cher sa liberté. C'est pour ça que je résiste aussi. D'accord, parce que elle l'a payé Et comment? vous voulez que je raconte brièvement l'histoire de ma mère? Alors, brièvement, on a dit, hein? Brièvement. Alors, ma mère, c'est une femme qui était très belle. Je Oui. tiens un peu d'elle, Ah, mais pas totalement, qui avait beaucoup de grâce et d'intelligence de cœur et qui a eu un premier grand amour. Malheureusement, ce premier grand amour est mort d'une tuberculose, comme beaucoup de gens à cette époque-là, oui, dans les années 40-50. Et puis, elle rencontre un deuxième homme qui sera notre père, mes deux frères et moi, et qui sera son mari. Voilà. d'accord. Sauf que c'était une femme très indépendante et très autonome. Elle travaillait. Mhm. Voilà. Sauf que quand elle rencontre mon père, qui est officier dans l'armée, elle fera partie de ces femmes qui seront obligées de rester à la maison. Et voilà. Donc, elle a payé très cher cette liberté qu'elle avait. Et elle n'a jamais fait subir à ses enfants, mes deux frères et moi, voilà, cette mise en rancor. Enfin, voilà, c'est ces femmes-là qui ne pouvaient pas avoir un chéquier, etc., etc. Hein. Et qui étaient toutes seules à porter tout en plus. C'est-à-dire qu'elles n'avaient aucune Oui, autonomie parce qu'il faut d'un côté, imaginer bien sûr. une femme qui est privée de sa liberté de travailler. Hein, c'est une femme heureuse. Moi, mon cousin m'avait dit, quand Bien sûr. je voyais ta maman, elle était heureuse de travailler. Mhm. Mhm. Elle aurait voulu aussi se marier de manière posthume. Ses frères et sœurs. C'est une dernière d'une fratrie de 4. Il y Mhm. avait 15 à 18 ans de différence. Ah oui, bien sûr. Mhm. Et cette maman, d'ailleurs, elle se serait réalisée dans quoi? À quoi a-t-elle renoncé? À son travail, Oui, qu'elle mais aimait profondément. voilà, mais quel univers, je voulais dire. Elle travaillait dans une maison, on appelait ça les maisons, c'est-à-dire c'était la maison Manuguet, voilà, et elle travaillait dans un grand magasin de produits de beauté. D'accord, d'accord. C'est-à-dire que l'équivalent ça serait dans les galeries Lafayette ou autre part, être responsable de tout le rayon produits de beauté, voilà. Donc je la regardais, je la contemplais quand j'étais enfant. D'accord. Et elle a été, et son mari lui aura manqué. Est-ce que votre papa vous aura manqué? Il aura été très absent? Eh ben, il a fait j'entendais Paul avec beaucoup d'intérêt. C'est que deux histoires qui se rencontrent. Mon père, qui est un enfant naturel, c'est une longue histoire tout ça. Hein. Mhm. Reposez-moi la question s'il vous plaît, Oui, Catherine. Excusez-moi, je vous demandais si votre papa a été un manque pour vous en tant qu'enfant et pour votre mère en tant que mari, enfin en tant qu'épouse. Un manque, c'est-à-dire vous Est-ce qu'il vous a... reparlez à travers cette question, la question de la sécurité, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bon, alors mon père, malheureusement, c'est un homme qui était extrêmement bon, mais qui pouvait être sadique. Sadique. Sadique, c'est pas un mot en l'air. Bien sûr, Voilà, bien sûr. parce que mes deux frères en ont payé les... Alors, c'est ça, c'est en relation avec une partie de la vie de Paul, c'est-à-dire que mes deux frères, étant donné que mon père a été appelé en Algérie, on était officier déjà, Mhm. il est dans l'armée, il s'engage dans l'armée après 45, et donc mes deux frères, l'aîné Jean-Marc et Francis, le cadet, mon cadet aussi, Mhm. en paieront le prix fort parce que l'un se suicidera, le cadet, et l'autre s'exilera en Allemagne, il sera officier des forces françaises et il s'est attrapé une belle collagénose, il en est mort. Voilà. L'un suicidé, l'autre exilé, il fait partie de ces victimes a posteriori collatérales de ce qu'on appelle autrefois les événements et qui est la guerre d'Algérie. Voilà. Mhm. Et j'entendais parler de torture dans mon enfance. Alors je ne sais pas si mon papa a été amené à faire ce qu'on appelait les corvées de bois, je n'en sais rien et je ne veux pas le savoir. Donc, Et mais est-ce dans que tous les ça vous cas, a fait peur d'imaginer que ce puisse être le cas? Est-ce que ah vous non, avez... je n'ai jamais voulu le savoir. Mhm. D'accord.
Je n'ai jamais voulu le savoir. Parce que si vous voulez le savoir, ce genre de truc, ça n'en finit jamais. Bien Et puis, sûr. ça ne me regarde pas. Et vous voyez, c'est important parce que je fais une petite parenthèse, c'est à moi de les Oui. je fais moi des parenthèses aussi, des petites digressions. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que il est difficile de faire avec ce qu'ont fait ou vécu nos parents, et notamment dans potentiellement les chemins de traverse, pour pas dire les horreurs, parfois qu'ils ont ou vécu Oui. ou agi. Parce que ça devrait ne concerner en effet que les parents, et inévitablement les enfants se sentent éclaboussés par tout cela. C'est difficile de faire avec Alors, l'histoire. je vous interromps très rapidement, on se sent concerné sur un plan de l'histoire. Bien Hein. sûr, bien Voilà, sûr. la grande histoire rencontre notre petite histoire. Mhm. Quand je vous parlais hier vaguement de cet homme que je rencontre et qui a quelque chose de commun avec moi, les origines slaves, c'est que son père a fui l'Empire soviétique Mhm. et il en a subi les conséquences. Voilà, Bien que sûr. ce soit la révolution bolchevique, l'Empire soviétique, l'Algérie, voilà, nous avons tous quelque chose, voilà. Et comme le disait Paul, c'est un grand tabou, hein, que ce soit les harkis, les Français d'Algérie ou les filles, les fils d'officiers qui ont œuvré en Algérie, soit qu'ils ont été appelés, ils ont fait une sale besogne indépendamment de leur volonté, ou alors ils l'ont fait parce que leur psychologie les amenait, voilà, à zigouiller des mecs, à les torturer à la GIGN, etc. Mhm. On le sait très bien, ça. Donc moi aussi, par mon éducation, j'ai été amené à m'intéresser à l'histoire. Et d'ailleurs, ce à quoi je me suis intéressé, c'est en dit long. Et j'ai pu, avec cet homme que j'ai rencontré il y a 40 ans, voir Shoah. J'ai lu Primo Levi, j'ai lu des tas de gens comme ça. Mhm. Parce qu'effectivement, j'entends parler de torture, je ne saisis pas, mais je sais quelque part que c'est important, que ça dit quelque chose. Bien sûr, c'est-à-dire que, en fait, c'est ça, vous ne voulez pas savoir, et à la fois votre curiosité qui vous a fait lire à Je ne droite et veux à pas gauche. savoir sur l'intime. Bien sûr, Ça ne me regarde pas. bien Vous sûr. comprenez? Oui, oui, mais Mais en même temps, la mort de mes deux frères me regarde. bah, évidemment, et ô combien, quand on voit comment elle est violente, elle ne laisse pas indemne. Donc Absolument. c'est qu'il y a de toute façon quelque chose. Vous disiez d'ailleurs de votre papa qu'il était sadique. Sadique, évidemment, ça en dit long. Alors, mais- alors que je vous explique, parce que là, il faut quand même un devoir, une rigueur, un devoir d'explication. Bien sûr. C'est que quand j'ai 8 ans, il en a 14. Voilà, dans la salle à manger, ça se faisait dans les années 50-60. Voilà, il fait ses devoirs de mathématiques le samedi matin ou l'après-midi, j'en sais rien. Et il se reçoit des branlées parce qu'il comprend pas les mathématiques. C'est une occasion, voilà. Moi, j'ai jamais été violenté. Mhm. Jamais. Oui. C'est pas un impensé. Je pense que c'est à travers ma mère j'ai pu m'identifier à une figure féminine. Mhm. Mais voilà. Et donc plus tard, parce qu'il est excellent en allemand, il fuira la France parce qu'il fuit le père d'abord. Mhm. Le père qui est un castrateur. On sait très bien. Voilà. Alors c'est en cela. Donc je suis témoin impuissante d'un père dont je vois sur le visage Oui. qui a un effet de jouissance à frapper mon frère. Mhm. Et oui. Quand bien même on peut être intelligent, que c'est pas le frère que l'on voilà. Donc j'ai été obligé de me protéger, non pas de ça, mais de ce que ça pouvait induire. Ce n'est que très très plus tard que j'ai comment dirais-je, que je m'autorise difficilement à penser à mon frère aîné sur ce plan-là, quoi. Bien Ce sûr. qu'il a subi. Bien sûr. Parce que ça vous ferait vous sentir coupable, non pas d'avoir agi, mais coupable d'avoir vous été protégé. Et donc, Oui, puis parce que d'associer sa mémoire à quelque chose uniquement de douloureux, alors qu'il n'était pas que ça. Hein. bien sûr. Bien sûr. C'est quelqu'un qui m'a envoyé il y a quelques années un travail remarquable, même d'historien, parce qu'il était passionné par la voiture. Il a fait un travail aussi de mémoire. Voilà, il a eu quand même des joies qui lui ont permis de faire, mais enfin bon, il est mort quand même à 56 ans, et l'autre à 26 ans. Ce sont des vies brèves. Oui, des vies sacrifiées. Oui, voilà, des vies sacrifiées. Absolument. Ouais, parce que souvent, évidemment, la violence agit, et vous disiez une certaine jubilation dans la domination que votre père pouvait agir. Oui. Évidemment, ça oui, montre une... Absolument. Je crois que c'est davantage son passé. Il est issu d'une femme qui a quitté le Bordelais
pour aller à Paris. Je n'ai jamais compris comment elle a... Parce que les gens étaient issus de paysans à l'époque. Il faut le savoir, 70% de la population étaient des paysans. Et donc à Paris, elle va monter un magasin de maroquinerie en face de chez Chanel, rue Cambon, rue Mythique, dans les années 30. Elle rencontrera un Russe qui fit la révolution bolchevique, voilà. Et mon père m'a toujours raconté, mais j'essayais de voir cet homme. Je ne savais pas qui était cet homme dans ce magasin. Voilà. Et donc elle l'a mis d'abord chez des nourrices, après chez des viticulteurs dans le Bordelais, voilà. Donc il est sans père, mon père. C'est un homme sans père. Et c'est un homme qui sera soumis toujours à une femme qui est sa mère. Oui, il est sans père. Donc c'était très, très complexe, vous comprenez. L'Algérie n'est pas le seul... voilà. Oui, bien sûr. Déjà, ça commence effectivement. Déjà, vous avez tout à fait raison. Il y a un préalable. Il y a déjà un contexte. Oui. Bien sûr. Et il est sans père et à la fois avec une idée d'un père qui a vécu, qui a dû fuir, qui a dû se protéger, Absolument. Donc c'est à la fois une grande image et à la fois une profonde absence. Donc et lui qui est à la fois protégé par une maman parce qu'il reste auprès d'elle, mais à la fois complètement castré peut-être par elle en effet. Absolument. Je comprends pas parce que du côté de mon père et chez moi je retrouve ça. C'est des choses absolument extraordinaires. Moi je le voyais quand il y avait la famille, les oncles et tout ça. Il faisait un exercice de gymnaste sur la table. Il se mettait à l'horizontale par rapport à la table, voilà. Et ça, je sais qu'il l'a appris des Russes qui étaient des gymnastes. Et quand on voyait à la télévision le Bolchoï, c'était ça, quoi. Il ne pouvait se tenir que. Je ne sais pas si vous connaissez cette position de gymnaste. Oui, je crois voir ce dont vous parlez. Le corps n'est tenu que par le coude, voilà. C'est ça. Donc il adorait faire ça. Où c'est qu'il a appris ça? Je n'en sais rien. C'est marrant. Il y avait une communauté de Russes à Paris qui jouait du violon. D'ailleurs, quand il y a une photo, je me souviens qu'il le représentait avec un petit violon. Il avait à peine 6-7 ans. Donc, qu'est-ce qu'il a vécu d'extraordinaire dans sa courte enfance heureuse? Je n'en sais rien. Oui. Mais vous voyez, pour terminer là-dessus, si vous le permettez, Jocelyne, ce que je trouve intéressant, c'est que ce que vous racontez de votre papa, comme ce que vous me racontiez tout à l'heure concernant notamment un sujet assez horrible qui est la torture, c'est-à-dire que à la fois l'enfant manque d'informations, ne veut pas avoir les informations, mais à la fois l'enfant recrée le lien ou cherche à comprendre ou à mettre des ponts pour essayer de trouver du sens, à sa oui, c'est ça, hein. Absolument. Et donc votre c'est papa, toujours la quête de sens. Hein. Exactement, la quête de sens, la quête de lien, parce que nous n'aimons pas l'idée de venir de nulle part. Nous avons besoin de trouver notre origine et on a peur de ce qu'on va trouver et à la fois on cherche d'une manière ou d'une autre et on reproduit de façon absolument incroyable cette capacité que nous avons à ou reproduire ou s'intéresser à des sujets qui ont touché ou évoqué ou étaient les sujets de ceux qui nous ont manqué. D'une certaine manière, on essaie de garder le fil entre eux et nous. Et ce que vous venez de dire de votre papa qui s'évertue à un exercice qui définit une posture russe ou une capacité russe, lui qui a dû fuir, mais qui est porteur de ça, de ses origines et qui a besoin de les garder encore vivaces en lui. Et vous qui me disiez tout à l'heure que... Mais il n'en parlait pas, hein. Non, mais il n'en parlait pas. Il agissait, mais il n'en parlait pas, en effet. Il n'en parlait pas. Alors, Jocelyne, il va falloir que nous quittions. C'est le problème du zèbre, c'est que je n'ai pas évoqué la question du zèbre. Alors, je ne sais pas s'il y a des ouvrages qui sont sortis là-dessus, sur les zèbres, alors, écoutez, pour essayer de savoir comment... Je ne sais pas, mais je vais faire des recherches. Et si je trouve des choses, je le ferai passer par Fanny ou Kelvin, qui ne manqueront pas de vous les communiquer. D'accord ? D'accord. Parce que comment fait-on, Catherine? Là, je n'ai pas abordé la question du zèbre. Mais je vous avais fait choisir le sujet. Ce n'est pas le sujet que vous avez choisi aujourd'hui. Donc, vous pourrez appeler une prochaine fois et on essaiera de traiter la question du zèbre si on le peut. D'accord? Je vous souhaite une très, très, très bonne soirée. Et j'étais encore heureuse de vous retrouver ce soir. Au revoir, Jocelyne. Je vous remercie. Bonne fin de soirée. Au revoir. Bonne soirée. Catherine Blanc est à votre écoute sur Europe 1. Et nous recevons à présent Mireille. Bonsoir, Mireille. Bonsoir Catherine. Alors moi je vous appelle pour m'éclairer, m'aider et voilà, je suis formatée pour m'auto-saboter. D'accord. Alors
euh, j'ai ma mère et mon père qui m'ont... Oui. Bon, je vais vous donner des exemples pour ma mère et puis je vous donnerai un exemple pour mon père. Ma mère, par exemple, moi, m'a fait retirer de l'école de bonne heure. Mhm. Et Vous aviez quel âge, Mireille? 77 ans. Non, quand elle vous a retiré de l'école. Oh, bravo. Donc effectivement, c'était de bonheur. 77 ans pour être retiré de l'école, franchement, c'était vraiment trop tôt. Ah, oui. Alors, on peut attendre un peu quand même. Donc vous aviez quel âge, dites-moi? Bon, j'avais 14 ans. 14 ans, Déjà, d'accord. déjà à l'école, bon, mes parents m'avaient décrété que moi, les études, c'était pas fait pour moi, c'était fait D'accord. pour les autres, mais pas pour moi. Mhm. Donc déjà, et puis ils ont fait croire ça à tout le monde. Donc j'ai même encore, il n'y a pas de nombreuses années, ma soeur qui me dit oui, mais toi de toute façon tu voulais pas rester à l'école. Ah, j'ai dit ah bon, je voulais pas rester à l'école, mais je n'ai fait qu'apprendre de toute ma vie. Bien sûr. Et bon, et demandeuse d'apprendre. Parce que, Voilà. parce que vous êtes la seule enfant de la fratrie qu'on a retirée de l'école à 14 ans? Oui, D'accord. oui, les autres ont eu le droit à plein de choses. Et Bon, vous étiez d'ailleurs où dans la fratrie que... je suis la deuxième. La deuxième. Avant vous, il y a une fille ou un garçon? Non, un garçon, alors je suis l'aînée. D'accord, l'aînée des filles, d'accord. Ah oui, et puis en ce temps-là, c'était pas... dans ma famille, c'était pas de la rigolade. Mhm. J'ai eu en charge mes frères et sœurs, deux en très bas âge. Mhm. Bon, j'ai eu une vie difficile avec mes parents. Alors, bon, on m'a retirée de l'école et donc je devais aider mes parents et aider à payer les études de mes frères et sœurs. Ce que j'ai fait. Mais alors, ma mère, elle m'a mis en... Donc vous avez travaillé tout de suite à 14 ans? Ah bah oui. Mhm. Oui. Et même avant. Même avant, d'accord. Même avant. J'adore vous entendre rire, Mireille. Merci de rire. Comment? J'adore vous entendre rire, c'est merveilleux. Oui, non, là, j'ai dépassé un peu tout ça. Bien que j'en ai gros sur la patate quand même. Mais je comprends. Voilà. Bon, alors, mon sujet de ce soir me fait penser à la dame qui était précédemment le zèbre. Je suis zèbre aussi, pareil. Ah d'accord, c'est la réunion des zèbres ce soir. Je l'ai appris dernièrement. On m'a dit, vous êtes zèbre. Bon, ben c'est bien. D'accord. Alors, bref, oui. Je vais vous donner des exemples. Excusez-moi. Bref. Par exemple, alors, je travaillais chez mes parents. Oui. Ma mère, ils vendaient sur les marchés, les foires, les fêtes, les pardons, enfin, je suis bretonne, partout. Mhm. Ils étaient des forains, mais pas de souche. Oui. Ils étaient de souche agriculteurs. Hein. Mhm. Et ma mère, elle avait la bosse du commerce, elle a entraîné mon père qui était couvreur. Et puis ils ont fait toute la Bretagne avec les enfants. Bon, oh là là. Bon, donc j'ai été retirée de l'école et ma mère donc vendait sur les marchés des gâteaux, tout ça. Mhm. Elle a fait venir un cuisinier Oui. pour m'apprendre à fabriquer des gâteaux, D'accord. mais par centaines, Mhm. dans un four ménager. D'accord. Bien sûr, ça n'a pas fonctionné, bien sûr. Mhm. Elle m'a mis en échec. Mhm. Ensuite, je vous donne des exemples bien Concret. concrets. Alors, l'année de la communion de ma sœur, elle m'inscrit à un cours de couture. Mhm.
tu vas apprendre la couture et tu vas faire L'aube de ta sœur. ma robe l'aube de ta sœur, tu vas faire ta robe, tu vas faire ma robe, tu vas faire mon manteau, bon, je devais habiller la famille au bout de 3 mois. D'accord. Bien sûr, j'ai échoué, quoi. C'était pas possible. Ça n'était 3 pas mois possible. d'apprentissage Mhm. et je devais habiller tout le monde pour la communion de ma sœur. Moi, Mhm. j'ai pas réussi, bien sûr. Mhm. C'était évident. Hein. Bon, ça, je vous donne des exemples, mais bon, il y en avait à l'appel, hein, où j'étais mise en échec. Oui. On me mettait en échec. Oui, c'est-à-dire que d'un côté, on vous dit que vous n'êtes pas capable, donc alors que vous êtes gourmande d'apprentissage, et de l'autre côté, on vous met des challenges qui ne sont pas possibles, puisque non. vous ne pouvez pas apprendre ce que d'autres font en plusieurs années, euh, en 3 mois, parce que tout d'un coup, l'aiguille à la main, il vous faudrait savoir faire des vêtements, ou parce que vous avez un pâtissier qui vous montre en un tour de main des gâteaux, être en compétence de faire des gâteaux de façon industrielle dans un four ménager. Donc en fait, on vous propose, on vous dit incapable d'un côté et on vous demande de soulever la lune d'une certaine manière. Oui, Donc d'être très performante de l'autre côté. absolument, d'accord. Oui, oui. Et Donc mon on fait la père, démonstration de votre incapacité finalement. oui, mais moi, j'ai quand même intégré ça. Mhm. Vous voyez, j'ai intégré, par exemple, dans ma vie professionnelle, je me suis mise en échec. Mhm. Alors justement, quelle a été votre vie professionnelle? Est-ce qu'elle a toujours Oh, été alors là, à proximité de vos parents ou est-ce que vous avez un jour pris ah votre non, non, envol? non. Alors, ma vie professionnelle, bon, je suis sortie de l'école à 14 ans, j'ai eu mon certificat d'études, que Mhm. j'ai jamais vu la couleur, D'accord. et qui m'a servi à rien, qui m'a servi simplement intellectuellement, quoi. Hein. Mhm. Et j'étais très bonne en sport. J'ai été la première du canton pour le certificat d'études. Et ça me fait drôle de dire ça parce que Parce que ça paraît désuète actuellement, surtout aux Jeux Olympiques, là. Ça bah oui. paraît désuète. Bah oui. Mais c'est d'abord ce qui est chouette, c'est que des yeux ou non, de fait, vous l'avez été. Donc vous n'avez pas été qu'en échec quand même. Vous voyez bien que vous avez une compétence. Et d'ailleurs, vous dites que vous êtes zèbre, donc vous aviez tout le potentiel pour la compétence, si ce n'est la difficulté de vous reconnaître et d'être reconnu. Oui. Et puis, bon, le sport me plaisait beaucoup. Moi, j'étais pas mauvais. Et puis, bon, ma mère, elle m'a... Pour manger de la vache enragée, elle m'avait mise comme employée dans un château. D'accord. Et puis après, elle a trouvé sans doute... elle avait besoin de main-d'œuvre, donc au bout d'un moment... oui, j'étais docile, hein, très docile. Mhm. Je ne suis jamais rebellée chez mes parents. Et donc, voilà, j'ai jamais vu la couleur de l'argent. Donc, pour la couleur de l'argent de la dot, parce que vous avez été marié ou on parle de quoi là, de l'argent Je parle encore de mon enfance. Oui, d'accord. Ma mère, bon, elle m'a mis Au service dans un château. Voilà. Et c'est elle qui se faisait payer. Et c'est elle qui se faisait payer. D'accord. Bon, on m'a récupérée à la maison. Mhm. Et puis, j'étais la bonne à tout faire. Hein. Voilà. Corvéable à merci. Puis dans ce château, je me suis aperçue que j'avais mes dimanches, que j'avais jamais eu de ma vie. Mhm. Bref, ma mère me met en nourrir, comme nourrice chez des particuliers. Mhm. Et là, j'ai rencontré quelqu'un à qui j'ai dit moi, je voudrais être professeur de gymnastique, de sport. D'accord. Donc Et là vous avez quel âge? Dans un club, Oui. tout en travaillant, en étant nourrice. Et puis de là, après, moi,
j'ai grimpé, voilà, j'ai été prof de gym, j'étudiais la nuit, je travaillais le jour, et bon, j'étais prof de gym, je suis même partie 2 ans en Afrique. Donc là, Je suis revenue. là, vous êtes dans la voie que vous choisissez, pas qu'on vous désigne. Voilà. D'accord, pour la première fois. Oui, oui, Mhm. oui. Donc là, Bon, vous avez quel âge quand vous allez embrasser cette carrière? j'avais 20 ans. 20 ans, d'accord. Et donc vous allez partir et vous allez vous envoler jusque loin, puisque vous allez aller jusqu'en Oui, oui, Afrique. oui, oui, oui. Mais c'était un projet d'enfance, ça. D'accord, très bien. C'était, oui, c'est un rêve d'enfant. Mhm. Je l'ai mis en application quand j'ai eu une difficulté avec un directeur. Mhm. Et j'ai préféré partir. Et puis là, j'ai dit, bon, c'est l'occasion. Et je suis partie. Et bon, alors, j'ai été aussi directrice d'internat. Mhm. En fait, j'ai une vie de réparation. Mhm. J'ai été interne enfant et j'ai été maltraitée par les religieuses. Mhm. Mais de toute façon, mes parents avaient dit, vous la battez, il faudra lui sortir le vice de la peau. D'accord. Après, tout est ouvert. Hein. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous en comprenez à ce moment-là? Le vice de la peau, qu'est-ce que vous avez, le vice dans la peau, quel est-il? Comment vous le comprenez, cette... Avec nos parents, on était des enfants dont il fallait nous battre, il fallait nous apprendre la vie en nous battant. Et alors justement, comment, enfant, vous comprenez ce que ça veut dire, le vice? Quel vice y a-t-il dans le corps de l'enfant pour qu'on le batte, pour lui enlever le vice? On a quelque chose de monstrueux en nous qu'il faut tirer. Et qu'est-ce que vous avez imaginé, enfant, que ça pouvait vouloir dire? Moi, je ne crois pas que j'ai imaginé quelque chose. Parce que je voyais bien mes parents, les religieuses, mes professeurs, ils n'étaient pas clairs, ils n'étaient pas bien. Je crois que je l'ai toujours su. Par exemple, moi, je restais sous les coups de mes parents parce que j'ai senti, très jeune, que cela les calmait. Ils perdaient une violence qu'ils avaient en eux. Ils étaient soulagés après. Oui, décharger leur violence. Ils se déchargeaient. Moi, j'ai le sentiment que quand des adultes comme ça disent d'un enfant, et surtout à l'époque, elle a le vice dans la peau, finalement, c'est comme s'ils accusaient l'émergence du désir. Et quand je dis du désir, je parle du désir en général. Et donc, d'une certaine manière, on n'a pas laissé émerger, naître, poindre votre désir personnel. Vous avez nourri des envies, mais encore que vous avez pu être professeur de sport ou de gymnastique, mais c'est comme si le désir, c'est ce qui éloigne des parents, c'est ce qui fait qu'on prend son envol, c'est ce qui fait qu'on se réalise, qu'on se révèle. Et en considérant le désir comme un vice, qu'il soit d'ailleurs un désir sexuel ou simplement un désir de vie, c'est une façon de garder l'enfant coincé dans son devoir de satisfaire les parents ou de satisfaire et d'être un enfant utile en quelque sorte. Oui, j'étais un objet pour eux. C'est ça. Un objet utile. C'est ça. Et évidemment qu'en employant le terme vice, ça évoque beaucoup plus ce qui se passe pour les adultes qui nomment les choses ainsi. C'est-à-dire... Parce que moi, Oui, c'est-à-dire que c'est en nommant les choses ainsi, comme vous dites, ils ne sont pas clairs, ils parlent de leur propre vice, de ce qui leur fait peur, de ce qu'ils ressentent et qui pourrait s'exprimer, qui pourrait être de nature
je ne sais pas, lascive ou sexuelle, je ne sais pas ce qu'ils imaginent, en tout cas pour les religieux. Et donc, du coup, on essaie de réprimer, leur, ce qui pourrait naître chez l'enfant parce qu'on n'est pas arrivé à le réprimer chez soi, en quelque sorte. Et la Oui, violence est le moyen de tenir en laisse tout ça. oui, oui, même le plaisir. Parce que mon père, il m'a, je sais pas si on dit ça pour les filles, mais il m'a castrée. Oui, mais on peut le dire, effectivement. En tout cas, on entend très bien ce que cela veut dire. Alors, Mireille, restez à l'antenne. Nous allons faire une pause pub, ce qui nous permettra d'essayer d'améliorer le son que nous avons, puisqu'il n'est pas de très bonne qualité. Alors, à tout de suite. Hein, restez là. Catherine Blanc est à votre écoute sur Europe 1. Mireille ? Oui, Voilà, je crois que nous avons une meilleure communication maintenant. Ça oui, vous m'entendez bien ? oui. D'accord. Alors, vous veniez de dire quelque chose qui était important. Vous disiez de la part de votre papa qu'il vous avait d'une certaine manière castré. Et juste avant, vous disiez, on se posait la question de ce que voulait dire elle a le vice ou les enfants ont le vice et il faut le maîtriser par le biais de la violence et en les battant. Donc là, on parlait du vice. Là, maintenant, vous dites votre papa vous a castré. Donc, on voit bien que ce vice, il est bien l'expression du désir et du désir de votre singularité. Et de votre singularité, à votre singularité participe bien sûr votre génitalité, votre féminité. Et comme s'il fallait abîmer cette féminité qui pouvait être désirante de vie, d'expérience. D'ailleurs, vous disiez au tout début de notre échange que on a déclaré que vous n'aviez pas de compétences et de désir aux études, alors que c'était tout à fait le contraire. Donc, d'une certaine manière, on a eu de cesse que de stopper l'élan de tout désir que vous pouviez exprimer. Et du coup, si je reviens maintenant à ce que vous disiez au tout début, que vous vous mettez constamment, que vous avez été programmé pour être en échec, j'aurais tendance à dire que on vous a peut-être programmé pour être en échec, mais vous ne l'avez pas toujours été. Simplement, quand on interdit le désir, quand on le nomme coupable, quand on le nomme vice, inévitablement, l'enfant a tendance à y croire et a du mal à défendre son bout de gras, à défendre son élan, sans risquer de trahir même ceux qui ne lui font pas de bien. Et c'est ça toute la difficulté. Donc, assez régulièrement, parce qu'on échoue, parce que tout le monde échoue. Hein. Ce n'est pas parce que, vous savez, l'échec n'est pas le propre de quelqu'un qui a été maltraité. L'échec fait partie du cheminement de chacun d'entre nous. Simplement, pour certains, échouer devient une définition d'eux-mêmes, quand pour d'autres, échouer est une occasion d'observation pour trouver la solution, pour contourner le problème. Donc, et ça, c'est intéressant parce que c'est à ce titre que nous ne sommes pas tous égaux. Selon l'éducation qui est la nôtre, nous ne vivons pas l'échec comme un point d'arrêt parce que d'autres, justement, vont le voir comme un point de rebondissement, d'une certaine manière. Vous êtes toujours là, Myriam ? Oui. Et donc, du coup, ce que je voudrais savoir, c'est si vous observez votre vie, est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout cet acharnement à faire taire votre désir, est-ce qu'il n'y a pas un peu des moments où vous vous êtes vue victorieuse, de petites victoires certes, mais de victoires suffisantes pour déjouer ce que d'autres voulaient écrire pour vous? Oh, oui, j'ai eu beaucoup de victoires. Mais je les cassais après. Par exemple, un jour, j'ai dit, j'en ai marre de dire, oh là là, qu'est-ce que j'aime bien cette couleur. J'ai dit, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien peindre. Et je me suis dit, mais attends, quand tu as voulu apprendre quelque chose, eh ben, tu t'es donné les moyens pour apprendre. Il y a des écoles, il y a des cours, il y a tout ça. Et puis, 8 jours après, j'étais inscrite à un cours de peinture. C'est formidable. J'ai fait beaucoup de concours. Mm-hmm. Et puis, j'en ai gagné un. Mm-hmm, c'est chouette. Mais après, j'ai régressé. Je n'évoluais plus, je régressais. Tous mes tableaux
était vraiment nul. Je le voyais bien. Je n'arrivais plus à trouver. J'avais gagné une fois. Mhm. Après, je n'ai plus rien fait de bien. Oui, c'est ça ce qui est assez. Alors déjà, il y a une chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est qu'un enfant que l'on prive de scolarité ne veut pas dire un enfant qui n'apprendra pas des choses. Au contraire, s'il est animé de désir d'apprendre, il apprendra. Alors bien sûr, on ne lui a pas simplifié la vie parce qu'on ne lui a pas ouvert le champ des possibles au moment où c'était le plus opportun, au moment où il avait le temps, au moment où il y avait pas d'urgence. Mais souvent, quand on veut réparer ou récupérer le temps perdu, on met beaucoup d'acharnement et beaucoup de créativité pour y parvenir. Donc bien sûr, on a perdu du temps au départ, mais on y met beaucoup plus de volonté personnelle quand il faut réparer les injures du passé. Ceci étant, Oui, mais bon, pour moi, ça m'a semblé... ma vie m'a pas... Moi, j'ai pas fait de projet de vie. Oui, j'entends bien. Parce que j'ai eu plusieurs métiers, hein, j'ai pas eu que ça. Hein. Mm-hmm. Bon, disons que on m'a dit que j'étais instable parce que dans mon époque, quand on commençait dans un endroit, on le finissait. Mm-hmm. Bon, moi, non, j'ai bourlingué. J'ai fait plusieurs métiers. J'ai fait plusieurs enseignements. J'ai appris plusieurs choses. Mais j'avais une difficulté à passer les examens. Je faisais tout pour que ma profession, comment apprendre pour ma profession, parce que j'en ai fait plusieurs, hein, j'ai pas eu que 2, hein, et j'apprenais, parce que dans cette profession, il fallait que j'avance. Puis bon, j'étais avide de compétences pour réussir dans cette... je disais même pas le mot réussite, hein, pour, je sais pas, pour apporter aux autres, pour... voilà. Mais je n'allais pas aux examens. Vous voyez ce que vous dites, Mireille, c'est intéressant parce que vous disiez, je ne parlais pas de réussite, ce n'est pas pour... C'est-à-dire la notion de réussite, la notion d'examen, la notion de... finalement, vous avez été un peu surprise de gagner le concours en peinture et tellement surprise que vous vous êtes interdite de pouvoir continuer à progresser et à avancer. D'ailleurs, vous avez régressé. Comme si, d'une certaine manière, vous n'avez eu de cesse d'apprendre, vous avez eu la compétence d'apprendre, vous vous êtes donné beaucoup de moyens pour aboutir les métiers que vous avez essayés, dans lesquels vous vous êtes plus ou moins épanoui ou dans lesquels vous avez cherché à découvrir tout votre potentiel ou toute l'étendue de votre potentiel. Oui. Mais d'une certaine manière, une sorte de fidélité à l'injonction parentale qui, encore une fois, ils n'ont pas... vous savez, ça me fait penser au conte de la Belle au bois dormant où il y a la fée Carabosse qui pose un mot et qui dit oui, d'accord, elle sera belle, elle sera machin, etc. Mais elle se piquera à la quenouille et elle mourra. Et d'une certaine manière, c'est pas que la fée Carabosse a des super pouvoirs, c'est que l'enfant qui entend ça, il a tendance à y croire lui-même puisqu'on le définit ainsi et qu'il est fidèle à ce que l'on définit de lui. Et parce que même quand les parents ne sont pas tendres et aimants, ce sont les parents. Et l'enfant en a besoin de garder le lien, même chaotique, même maltraitant. Et souvent, du coup, il s'impose cette phrase négative de « tu n'es pas faite pour ça, tu n'arriveras pas à faire ça ». Et on peut conditionner comme cela un enfant en lui disant « tu ne seras pas capable, tu n'y arriveras pas ». Il faut beaucoup d'énergie pour contredire la parole de l'adulte et qui plus est du parent. Donc vous avez fait beaucoup de choses et on voit, y compris votre compétence d'élaboration dans les chances que nous avons toutes les deux. Donc on voit bien que vous avez été en compétence de réflexion et de vous nourrir tant et plus. Mais à chaque fois qu'il a été question de quelque chose qui officialise votre compétence, à savoir un diplôme, à savoir un concours, eh bien tout de suite vous êtes allé vous cacher dans votre coquille et vous vous êtes auto-censuré en effet pour rester ce que vos parents semble, comme vous avez pu l'imaginer, attendaient de vous. Évidemment que vos parents n'attendaient pas ça de vous, mais vos parents, tout à leur maladresse, à leur éducation, à leurs enjeux, eh bien, n'ont pas vu qu'ils avaient sacrifié un enfant.
Voilà Mireille, il va falloir maintenant que tranquillement nous nous quittions. Est-ce que ce que je vous ai dit a eu du sens, vous a parlé? Oui, mais ça ne résout pas mon problème actuel qui est le même. Hein. Alors justement, ça ne le résout pas, mais nous pourrons... d'abord, on n'avait pas non plus, on ne s'est pas mis le challenge de le résoudre comme ça à la libre antenne en 30 secondes. Mais si vous voulez, nous pourrons aussi nous reparler pour continuer. Nous avons planté le décor pour comprendre ce qui s'est joué. Et si vous le souhaitez, parce que nous poursuivrons. actuellement, je joue la même chose sur ma vie. Eh bien, on pourra essayer d'aller plus loin si vous le voulez bien. Je vous laisse à ce moment-là réappeler au 39 21 la libre antenne. D'accord ? Merci. Je vous en prie, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir Mireille. Merci, bonne nuit. Merci, vous aussi. Voilà, la libre antenne se termine, mais je vous retrouve demain. En attendant, armés de vos désirs de vivre, rêvez. C'est d'ailleurs ce que je proposais à Mireille. Rêver des possibles, des solutions, des plans B, des chemins de traverse, des raccourcis et le sourire aux lèvres, dormez paisiblement. Je vous souhaite à tous une douce nuit.